Alors, il est exact de dire que il y a quelques pays qui acceptent l'idée que le cannabis puisse avoir des effets antidouleurs et s'inscrivent dans ce qu'on appelle les soins palliatifs, généralement pour des gens qui ont des maladies dont ils ne se remettront pas et maladies qui les font souffrir. Bon, alors, je suis économiste, je ne suis pas médecin, donc je n'ai strictement aucune idée des vertus thérapeutiques du cannabis. Bon, j'imagine que si certains pays ont inclus le cannabis dans les traitements palliatifs, c'est qu'il y a des publications qui montrent que ça a des vertus thérapeutiques. Ce que je sais en revanche, c'est que l'histoire de la médecine et l'histoire de la douleur en France est un petit peu spécifique et qu'on a mis très longtemps en France à accepter l'idée que la douleur dans les hôpitaux devait être traitée de façon sérieuse, et les médecins pendant très très longtemps ont refusé ou freiné la distribution d'opiacés, notamment en soins palliatifs, parce que ça ne correspondait pas à l'idéologie du soin en la matière. Alors je ne suis pas très compétent sur ce point. Henri Bergeron, sociologue à Sciences Po, est plus compétent que moi sur cette question. On a écrit un papier ensemble, mais c'est plutôt lui qui porte cette réflexion. Il y a une statistique qui est extrêmement intrigante, c'est que les soins palliatifs, c'est essentiellement de la morphine, d'accord ? Donc un dérivé de l'opium. Et la dernière fois que j'ai regardé, alors ce que je vais vous dire date un peu, donc ça peut être désormais erroné. La dernière fois que j'ai regardé les statistiques, 80% de la production d'opium mondial à des fins médicales était achetée et consommée par 7 pays. Ce qui veut dire que si ces statistiques sont toujours vraies, il y aurait une très 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 forte hétérogénéité sur la façon de traiter, on va dire, les 3 derniers mois d'un cancer du foie, ce qui est une expérience extrêmement douloureuse. Donc on voit bien qu'il y a des modalités d'accompagnement vers la mort et de la douleur extrêmement différentes d'un pays à l'autre, et que ces modalités renvoie, mais là je sors de mon champ de compétences, à la façon dont le système médical est capable d'intégrer des drogues qui, par ailleurs, sont utilisées de façon illégale et à d'autres buts dans les traitements palliatifs. L'une des raisons qu'on invoque pour freiner l'usage du cannabis thérapeutique consiste à dire, attention, supposons que le cannabis ait des vertus thérapeutiques, si on crée un marché légal, il va falloir approvisionner des hôpitaux, il va probablement falloir en vendre en pharmacie, et on va susciter un marché noir tout à fait important. Il y a des gens qui vont acheter soi-disant pour des motifs médicaux et qui en fait vont revendre. Il y a des enfants qui voleront dans la trousse à pharmacie de leurs parents, et ainsi de suite. Bon, alors c'est vrai que ce danger existe. Alors, on sait quand même déjà partiellement le gérer. Il y a tout un système d'ordonnances assez complexe, de tableau A, tableau B, qui permettent, disons, de rendre assez difficile l'accès aux morphiniques, y compris pour les gens qui en ont besoin. On contrôle leur consommation, leur ordonnance n'est valable qu'un temps extrêmement court. Donc on a une très grosse expérience de la gestion des morphiniques. Donc on ne voit pas pourquoi cette expérience ne pourrait pas être mise au service de la gestion légale du cannabis thérapeutique. Bon. Par ailleurs, c'est vrai que ça soulève la question de dire, bon, bah, s'il y a un marché légal et qu'on craint que ce marché légal alimente le marché illégal,
est-ce que c'est pas l'occasion de se reposer la question de savoir si maintenir dans l'illégalité le cannabis a réellement un fondement? Il n'y a pas d'études qui permettent de comparer de façon fiable un même pays au même moment avec un système de, parlons de cannabis pour l'instant, de cannabis légal ou de cannabis interdit. Bon, on voit bien, c'est pas possible, on n'a pas de contrefactuel. Alors, en revanche, on peut modéliser ce qui se passerait si on passait d'un régime à un autre régime. C'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. J'essaye de créer un modèle qui me permettrait de voir l'ensemble des conséquences pour une société comme la France d'une légalisation du cannabis. Alors, quels sont les paramètres importants? Les paramètres importants, c'est premièrement le prix. À quel prix le cannabis serait mis sur le marché? Alors, il faut que ce prix soit suffisamment élevé pour ne pas stimuler la consommation par le biais de l'élasticité prix-demande, et il faut en même temps que ce prix soit suffisamment bas pour ne pas favoriser un marché noir, un marché clandestin. Bon. Donc là, c'est vraiment le premier paramètre, c'est le niveau du prix. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bon. En fonction du prix qui sera fixé, on peut, si le prix est fixé correctement, et on peut l'ajuster, on peut espérer qu'on va stabiliser le niveau de consommation. Donc si on stabilise le niveau de consommation, on aura toujours le même niveau de dépenses publiques de santé engendrées par la consommation de cannabis. En revanche, on va économiser l'ensemble des dépenses répressives côté police et côté justice. Et on peut penser réaffecter ces sommes à d'autres usages.